Bonjour et bienvenue à Psy. Quand on dit désir, on pense sexualité, attraction, volonté de posséder. Comment s'articulent les désirs? Est-il affaire de corps ou d'esprit? Alors pour en parler aujourd'hui avec nous, j'ai invité le professeur Claude Aron. Alors vous êtes professeur honoraire de la faculté de médecine de Strasbourg, spécialiste de biologie de la reproduction, et vous avez publié chez Odile Jacob La sexualité, phéromones et désirs. Et Jean-Pierre Winter, psychanalyste, vous venez de publier Choisir la psychanalyse aux éditions de La Martinière et votre livre Les errants de la chair qui vient de reparaître en poche chez Payot. Alors, désir, je ne sais pas très bien par qui commencer, le biologiste ou le psychanalyste? Allez-y. La parole est à vous, Jean-Pierre Winter. Je le définis, et puis voilà. Je le définirai après. Le désir, c'est sans doute ce qui est le plus difficile à définir en psychanalyse. Je reprendrai peut-être la définition à partir de ce qu'en disait Spinoza, psychanalyste très connu. Psychanalyste très connu, mais dont Freud disait qu'il avait fait le lit à la psychanalyse, qu'il avait permis par ses énoncés aux psychanalystes d'avoir quelques repères, quelques repérages. Alors il appelait le désir, il disait, c'est l'effort pour persévérer dans l'être. C'est une assez belle définition, en ce sens que elle ramène pas le désir seulement à la seule fonction sexuelle, mais elle postule un au-delà. Alors évidemment, ça pose la question de savoir ce que c'est que l'être, ce qui n'est pas à proprement parler un concept analytique, mais ça indique que il y a quelque chose de l'effort, quelque chose de l'appétit, quelque chose de la pulsion, quelque chose qui va au-delà du simple instinct. Alors peut-être qu'on pourrait s'appuyer là-dessus pour dire le désir, c'est ce qui est au-delà de l'instinct, donc au-delà du besoin, on dirait aujourd'hui dans des termes plus contemporains, au-delà du besoin et en deçà de la demande d'amour. Donc quelque part entre la satisfaction du besoin et la satisfaction de la demande d'amour. Donc une zone pas très bien définie, dans laquelle on va trouver des phénomènes comme le fantasme, comme l'effet du langage, de la langue sur le sujet, l'effet de l'histoire, l'effet évidemment du corps et de la physiologie, les effets combinés de la génétique et de toutes les choses dont je viens de parler. Donc c'est une notion extrêmement difficile à saisir, très complexe, mais la seule chose qu'on peut peut-être dire avec certitude du point de vue analytique, évidemment donc d'un tout petit point de vue sur le désir, c'est que quand on n'est pas dans son désir, même si on ne sait pas exactement ce que c'est que son désir, quand on n'est pas dans son désir, on en éprouve du malaise, on somatise, on se culpabilise, on est honteux, et finalement ce qui, du côté du psychanalyste, est le plus repérable quand il s'agit du désir, c'est moins la capacité à dire, vous le sentez bien, ce que c'est que le désir, que la possibilité de dire ce qui se passe pour un sujet quand il n'est pas dans son désir. Alors on peut parler d'être dans son désir. Oui, on peut parler d'être dans son désir au sens où un sujet s'avance dans la vie, persévère dans son être, donc comme dit Spinoza, sans en éprouver ni angoisse, ni culpabilité, ni honte, ni conversion somatique, etc. Pour dire les choses différemment, une sorte d'adéquation avec soi-même, enfin pour. C'est pas soi-même, parce que le désir, justement, du point de vue analytique, ça transcende le soi-même qui ramène au moi. C'est-à-dire que le moi peut être au contraire un très grand inhibiteur du désir. Et il l'est très souvent. C'est-à-dire le moi a essentiellement pour fonction, quand il ressent que la satisfaction du désir peut mettre en danger ses intérêts immédiats, peut être un très grand inhibiteur du désir. Donc je dirais pas que c'est en adéquation avec soi-même, c'est en adéquation avec cette part de l'énigme qu'est le désir, qui fait que vous avancez dans la vie et que c'est irrésistible, quel que soit le prix que vous allez devoir payer pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, le prix qui peut être la trahison, par exemple.
soit trahir, soit être trahi, soit trahir sa jouissance, soit trahir ses amis ou ses contemporains. Donc quel que soit le prix à payer, parce que c'est votre désir, par exemple quelque chose qui vous amène à devoir aller absolument à la conquête, alors qui d'une femme, qui d'un homme, qui à la recherche ou de tel ou tel, je sais pas, Graal par exemple, quelque chose, rien ne pourra vous en détourner parce que vous ne le savez pas, mais tel est votre désir. Alors, du point de vue analytique, c'est dans l'après-coup qu'on peut le dire, c'est-à-dire on peut dire c'était le désir de quelqu'un. C'était un désir pris dans les raies du fantasme, mais c'était le désir de quelqu'un. Et pour un analyste, ce sera toujours plus simple et toujours plus facile, entre guillemets, de vous expliquer, puisqu'on est dans le désir et que le désir, ça a quand même à voir avec le sexe, évidemment. Il sera toujours plus facile à un analyste de vous expliquer pourquoi quelqu'un ne bande pas. Ça relève de la compétence du psychanalyste dans un certain nombre de cas, mais pas pourquoi il bande. Alors ça, peut-être que ce sera le biologiste qui va pouvoir nous expliquer ça. Le biologiste va vous dire que quand il a affaire à des rats ou à des cobayes, à d'autres animaux, ce sont des animaux qui ne parlent pas, et nous n'avons pour connaître le désir, qui est un terme que nous n'employons pas pour l'animal, que ces manifestations neuromusculaires. C'est le seul test que nous avons de ce qu'on appelle les pulsions sexuelles, qui est un terme que Freud a employé. Chez l'animal, il y a des attractants, émis par la femelle auxquels le mâle est sensible, et inversement, des attractants émis par le mâle auxquels la femelle est sensible. Ce sont des attractants sexuels. C'est la seule façon qu'on a de juger des capacité d'un animal à rechercher l'autre. Donc c'est purement un processus mécanique. Ah, c'est purement mécanisme. Or, chez l'animal, on sait très bien qu'une femelle ne peut accepter un mâle, être en chaleur, c'est le terme banal, c'est ce que nous appelons l'œstrus, que lorsque son état hormonal le lui permet. Et je viens d'entendre le psychanalyste parler de l'homme qui bande ou qui ne bande pas. Chez l'animal, s'il n'a pas dans un état hormonal absolument adéquat, il n'aura aucun sentiment d'attraction pour une femelle. Et il en va exactement de la même chez la femelle qui n'a pas un taux d'œstradiol dans son organisme compatible avec une activité sexuelle, n'attirera jamais un mâle. Donc, le biologiste raisonne de façon assez mécaniciste. Est-ce que le biologiste raisonne de façon mécaniciste aussi avec les êtres humains? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre ce modèle-là et l'utiliser? Le biologiste, vis-à-vis des humains, va parler en physiologiste. On a longtemps considéré que la femme était un être exceptionnel parce que sa libido n'était pas finalement dépendante du jeu des hormones. La femme exprime sa libido pendant la période préovulatoire de son cycle. Mais cela est complètement faux. Parce que la femme peut avoir une libido qui s'exprime aussi bien pendant la phase de croissance folliculaire que pendant la phase progestative de son cycle. Et elle n'est pas une exception d'ailleurs, parce qu'il y a des femelles dans le règne animal qui sont beaucoup moins dépendantes que les autres de leur état hormonal. Le macaque, par exemple, la femelle du macaque, en captivité, accepte le mâle pendant toute la durée de son cycle. Mais cela dépend des souches de macaques, des souches de macaques. Il y en a qui sont plus réduites dans leur comportement, qui chez une femelle de mammifère non hominien est toujours limitée à la période œstrale de son cycle. Alors, parler de la femme en disant qu'elle échappe au jeu des hormones, je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout. Elle en est moins dépendante que l'animal, mais on sait qu'au moment de la phase préovulatoire de son cycle, il y a un pic d'œstradiol et il y a un pic de testostérone, deux hormones qui interviennent considérablement dans le déterminisme de la libido et du comportement sexuel. Et chez les mâles dont vous parliez, on sait très bien qu'au-dessous d'un certain seuil de la testostérone dans le sang, il y a à ce moment-là perte de l'intérêt sexuel, perte de la libido chez le mâle. Ça varie considérable d'un individu à l'autre. C'est pas 5 nanogrammes par millilitre ou 7 nanogrammes par millilitre. Ça peut varier beaucoup. Mais en tout cas, au-dessous d'un certain seuil, il n'y a plus d'intérêt sexuel du mâle. Donc, même si nous ne dépendons pas aussi
fermement que l'animal du niveau des androgènes dans notre organisme, on ne peut pas exclure que les oestrogènes aient un rôle, et c'est évident puisqu'ils agissent sur le système nerveux central, ils agissent sur l'hypothalamus, comme les oestrogènes agissent sur une autre partie de l'hypothalamus. Mais alors justement, pour vous, quand vous entendez Jean-Pierre Winter, psychanalyste, parler du désir dans les termes où il en a parlé, c'est-à-dire par rapport à l'expérience humaine de ce qu'on peut vivre par rapport à un conflit intrapsychique, enfin il y a beaucoup d'éléments qu'il a introduits. Est-ce que vous, en tant qu'homme, je vous parle même plus en tant que physiologiste, mais en tant qu'homme, est-ce que ça vous dites oui, ça peut aussi jouer, ou est-ce que vous dites tout ça de toute façon, s'il n'y a pas les hormones nécessaires, ça servirait à rien? Chez l'homme? Oui, chez l'homme. Ah, je pense que le désir n'est pas forcément dépendant des hormones sexuelles. On en a un exemple magnifique chez les castrats du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui avaient des succès amoureux fous. Rappelez-vous tout simplement dans l'enlèvement au sérail, Osmine qui poursuit Blondine de ses assiduités. Et ça pose un très gros problème, parce qu'on sait très bien chez l'animal que si les hormones ont un rôle fondamental dans l'attraction réciproque des sexes l'un pour l'autre, l'expérience sexuelle, les relations sociales des animaux jouent également un rôle. Or, les castrats étaient castrés tout jeunes. Et ça pose donc un problème de savoir comment précisément cette libido peut être totalement indépendante des hormones. Alors, il y a une hypothèse, le cortex surrénal fabrique des androgènes, et on ne peut pas donc totalement exclure qu'il y ait un support hormonal d'une libido qui existe chez un castrat, tel que les castrats qui étaient les chanteurs du Moyen-Âge. Mais on peut aussi faire une autre hypothèse, j'imagine, qui est que le désir se logerait ailleurs que simplement dans les... On peut faire l'hypothèse qui se loge justement quelque part, j'ai pas de terme plus heureux. je saisis bien que c'est pas très enrichissant de le dire comme ça, mais quelque part dans un espace qui n'est pas un espace physiologique, sans être pour autant un espace qui ne serait que psychique. C'est pour ça que vous faisiez allusion tout à l'heure au terme de pulsion employé par Freud. Il le définissait justement, ce concept de pulsion. Il disait c'est notre mythologie et c'est quelque chose qui est à la limite entre psyché et soma. Si on y réfléchit 2 secondes, ça veut pas dire grand-chose, justement. C'est-à-dire que ça désigne une espèce de non-espace. C'est pas tellement limite entre psyché et soma, c'est plutôt ni psyché ni soma. Je suis d'accord avec vous. Le physiologiste n'a aucune raison de penser qu'il n'y ait pas quelque chose de très spécifique chez l'humain, qui est précisément ce psychique. Mais chez l'humain, il y a un système limbique, c'est le système émotionnel. C'est celui qui détermine nos émotions, nos réactions affectives. Il fonctionne chez l'humain. Et l'hypothalamus fonctionne chez l'humain comme chez l'animal. On le sait dans le déterminisme du fonction des glandes génitales. Mais ce qu'on n'a encore jamais pu déterminer, c'est de quelle façon, alors que les hormones ne peuvent agir, les hormones sexuelles, que sur un substrat cérébral, on n'a jamais pu démontrer de façon expérimentale, comme on fait chez l'animal, que ces mécanismes sont en jeu. Mais vous avez eu au cours de ces dernières années des travaux quand même très importants qui ont été faits à propos des bisexuels ou des homosexuels. Et on a localisé, ou bien dans l'aire préoptique, ou bien dans l'aire hypothalamique antérieure, c'est levé, des structures qui seraient précisément les cibles des hormones sexuelles. Je pense que les choses ne sont pas du tout établies définitivement. Il y a eu des contradictions majeures. Donc, bien entendu, le physiologiste pense qu'il y a un substratum physiologique qui est hormonal, hypothalamique, limbique, mais il sait très bien qu'il y a cet espace psychique. On ne parle pas de fantasme chez l'animal. Oui, mais espace psychique, précisons un peu les choses. Ça veut dire que l'homme, parce qu'il est devenu homme, c'est d'une certaine façon arraché à son origine biologique. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de lien avec cette origine biologique, mais il s'en est quand même arraché. C'est-à-dire que la sphère culturelle qui est la sienne fait que les mécanismes auxquels il obéit ne peuvent pas être, sauf par analogie et pour aider à penser dans certaines circonstances, ne peuvent pas être considérés
considéré comme identique à ce qui se passe pour un rat dans un laboratoire. Alors vous avez parlé des émotions, c'est évidemment très, très important, mais on sait bien que certains animaux, notamment les animaux domestiques, peut-être parce qu'ils sont proches des hommes, les animaux domestiques ont aussi des émotions, mais en tout cas ce qu'ils n'ont pas, c'est l'effet du langage. Or les émotions, c'est quelque chose qu'on peut créer par le langage. Je veux dire, je peux, par des mots, je peux tenter de vous faire mal, je peux tenter de vous séduire, je peux vous faire pleurer avec juste une phrase, et alors ça sera encore plus vrai quand vous avez 6 mois ou 8 mois, je peux vous menacer, vous retirer mon affection, ou simplement vous menacer de la retirer. Donc je peux créer chez vous des émotions extrêmement violentes, très fortes, qui sont liées, alors, d'abord à des choses qui sont dites intentionnellement, et puis qui sont liées, alors c'est là que la localisation dans le cerveau va poser un problème, qui sont liées aussi à des choses que je n'ai pas dites, mais que vous avez néanmoins entendues, c'est-à-dire à des malentendus sur lesquels toute votre histoire de désir peut être fondée, et qui vont vous entraîner dans des voies absolument inexplicables, ni du point de vue de la physiologie, ni du point de vue de la psychologie, mais qu'on ne pourra retrouver qu'avec un peu de chance, que dans le cours d'une analyse, quand les connexions qui se sont mal faites à un moment donné apparaîtront pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire finalement peu de choses, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait dérisoire. Alors, il y a aussi la question de savoir, tout ce que dit M. Aron est évidemment passionnant, mais est-ce que c'est la cause ou est-ce que c'est l'effet? C'est-à-dire, par exemple, l'absence de testostérone chez un homme, ou la diminution du taux. Voilà. Alors, est-ce que c'est un effet ou est-ce que c'est une cause? Il peut y avoir les deux. Il peut y avoir les deux. S'il y a hypogonadisme, c'est parce que le complexe hypothalamo-pituitaire ne fonctionne pas bien. C'est trop compliqué pour nous. Alors, expliquez-nous ça. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Eh bien, il y a quelque chose, parce que les glandes génitales ne fonctionnent que parce qu'elles sont stimulées par des structures nerveuses qui elles-mêmes agissent sur une glande qu'on appelle la glande pituitaire, qui provoque la formation des hormones par les glandes génitales. Alors l'hypogonadisme, ça ne fonctionne pas. Alors moi, je vais être mais au plus, retour, il n'y a plus la testostérone à un niveau convenable pour agir sur des structures cérébrales. Toute la question, c'est de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Moi, je vais être beaucoup plus terre à terre. Je vais reprendre l'exemple que vous avez donné au début, c'est-à-dire finalement le désir. Je sais que le désir ne se réduit pas au désir sexuel, mais le désir sexuel est assez prototypique, mettons, du désir en général. Alors si on le prend comme exemple, quand il y a une panne du désir, c'est pris généralement dans une histoire. Donc j'imagine que c'est des choses avec lesquelles les patients, c'est une des causes de consultation, soit des pannes sexuelles à proprement parler, soit du fait qu'on n'a plus vraiment envie de faire les choses. Qu'est-ce qui peut expliquer que, et ça je crois que c'est quand même une expérience qui existe, que par exemple dans un couple, alors que ça a marché, donc j'allais dire au niveau physiologique il y avait tout ce qu'il fallait, au bout de 10 ans ça marche pas de la même façon. Est-ce qu'il y a un effet du temps sur le désir? Il y a incontestablement un effet du temps, mais de le dire comme ça explique pas grand-chose. Non, je sais pas quelle est la question. Je veux dire, quand je dis ça, c'est parce que c'est souvent la réponse qu'on donne, c'est-à-dire la réponse de bon sens. Au bout d'un certain temps, ça va comme ça. C'est pas tellement ça, c'est qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là, justement, pendant les 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'ardeur désirante, qui a toujours été accompagnée d'un courant qu'on pourrait dire de tendresse, du courant émotionnel de la tendresse, cette ardeur se voit petit à petit substituer justement le courant tendre. C'est-à-dire que petit à petit, à force de fréquenter son partenaire, on finit par avoir pour lui une affection qui nous ramène à un type d'affection qu'on a bien connu enfant, un type de relation dans lequel on est bien ensemble, on partage les mêmes émotions, les mêmes désirs, les mêmes désirs extérieurs, les mêmes envies, etc. Et où finalement on perd de vue un peu la différenciation sexuelle sur laquelle repose le couple, au profit de l'amour, qui est quelque chose qui, il faut bien le dire, on le sait aussi bien pour ceux qui vivent ensemble depuis 20 ou 30 ans que pour les adolescents, est toujours une menace pour le désir. C'est-à-dire que, par exemple, dans les impasses du désir qu'on rencontre chez les adolescents, mais aussi chez les adultes beaucoup plus âgés, il arrive, vous parliez de panne, que la panne soit provoquée justement par le fait que... Par le fait qu'on s'aime d'une façon tellement absolue que le désir est perçu, fantasmé comme un danger pour cet amour.
Je croyais que c'était l'amour qui était perçu comme un danger pour le désir. Les deux, en fait. Ça peut être les deux, mais ça tient à quoi? Ça tient à une incompatibilité, je dirais, une incompatibilité de structure. Entre le désir et l'amour. Entre le désir et l'amour. Et bon, pour résumer les choses d'une phrase, je dirais, dans l'amour, le processus amoureux au sens analytique du mot, c'est un processus d'élévation de l'autre. C'est-à-dire qu'on l'idéalise, on le voit plus beau, plus grand, plus intelligent, plus affectueux qu'il ne l'est réellement, plus franc qu'il ne l'est occasionnellement. Oui. J'ajoute ça parce que je pense à quelque chose que j'ai entendu juste avant de venir. Et bon, et par contre, pour ce qui est du désir, la relation de désir qu'on a avec l'autre, il s'agit d'admettre que l'autre est à la place de l'objet dans le fantasme qu'on a. C'est-à-dire qu'on fait l'amour et on a du désir de façon fantasmatique, et pour tendre vers le désir, si je puis dire, on est soutenu par un fantasme qui peut être conscient ou qui peut être inconscient, mais où l'autre occupe de toute façon la place d'un objet. Donc on le rabaisse. C'est-à-dire d'où par exemple, ça pourrait s'illustrer d'une façon très simple, la maman et la putain. C'est la maman et la putain. Bon. Or, il s'agit de faire en sorte, dans une relation de couple qui dure, qui perdure, il s'agit de faire en sorte que sur le même objet, au sens analytique, c'est-à-dire sur la même personne, il s'agit que effectivement ça soit la maman et la putain. Alors il arrive, dans la plupart des cas, qu'il y en ait une qui prenne le pas sur l'autre. Et c'est très très difficile de maintenir l'équilibre. Alors comment on faisait dans la bourgeoisie au début du siècle, et peut-être que ça se passe encore comme ça aujourd'hui, on clivait l'objet, on clivait la personne, et on avait la maman à la maison et la putain au bordel, ou la maîtresse. Donc on s'en sortait comme ça. Ceci dit, il y a d'autres moyens de s'en sortir qui sont les moyens névrotiques, qui par exemple, c'est d'avoir à la maison que la maman, et puis petit à petit d'en rabattre du côté du désir, ou bien de n'avoir que la femme objet sexuel, et donc d'en rabattre du côté de l'amour. Moyennant quoi, de toute façon, comme c'est insoluble, parce que c'est vraiment insoluble, je veux dire, il n'y a pas d'homme qui a trouvé la solution à ce problème-là, il n'y a pas de femme non plus qui ait trouvé de solution, il y a des solutions qui ont été inventées, la religion est probablement un moyen d'essayer de réguler cette affaire. Comme il n'y a pas de solution, il y a des tentatives névrotiques, il y a beaucoup de patients, il y a beaucoup de tentatives névrotiques qui consistent par exemple à se satisfaire de vivre dans une relation où le désir deviendra quelque chose de secondaire, ou même qu'on abandonnera, qu'on oubliera, pour vivre dans l'amour. Oui. Tout ce que j'entends de la bouche de M. Winter me prouve que le physiologiste ne peut pas du tout, s'il veut s'exprimer sur le désir, on lui pose la question du désir chez l'animal de cette façon. Chez l'animal, il n'y a pas ces problèmes, c'est le tout ou rien. Bien sûr. Et alors justement, il n'y a pas par exemple le problème d'être habitué à un partenaire, un animal aura la même appétence sexuelle? J'ai vu moi-même dans mes expériences que l'apprentissage sexuel est quelque chose de très important, mais je vous le répète, c'est toujours le même problème, on ne peut en analyser les effets que par les réactions neuromusculaires des animaux. La femelle qui a une position particulière d'acceptation du mâle, le mâle qui a tout son schéma copulateur. Mais chez l'animal, le problème décisif est le suivant. Il y a des signaux qu'émettent les animaux pour s'attirer réciproquement. Et j'insiste sur ce fait, puisque mon livre a été basé sur ce phénomène. Chez une femelle de macaque, ce sont des phéromones. Les phéromones sont des substances volatiles véhiculées par l'air qui viennent impressionner les structures olfactives du mâle. Eh bien, une femelle qui est en période d'activité sexuelle en œstrus va émettre ces signaux. On les connaît, ce sont des acides gras. On les connaît. Le mâle va les percevoir et il va chercher à tout prix à rejoindre la femelle dans des dispositifs expérimentaux ou dans la nature. Le mâle, dans certaines espèces comme les suidés, chez les cochons, a exactement le rôle inverse, c'est le mâle qui attire la femelle. C'est lui qui drague. Alors, et il attire la femelle parce qu'il émet des phéromones. Et alors je vous parle de ce point, parce que vers les années 40, on a découvert chez l'homme des hormones stéroïdes, ou disons des stéroïdes, ce sont les hormones sexuelles, qui sont fabriquées par les glandes axillaires, par la région génitale chez la femme. Et ces stéroïdes, immédiatement, on a dit, eh bien voilà les agents d'attraction d'un être pour un autre être.
Et alors, on a fait des expériences innombrables depuis 1976, on a voulu démontrer que ces phéromones avaient un réel effet dans les interactions sexuelles. Et c'est là où j'interviens, parce que je pense que rien n'a été démontré de façon correcte. Ces phéromones, ou prétendus phéromones, effectivement, ont une action. Elles n'ont absolument rien, si vous voulez, de comportemental. Elles agissent, on l'a démontré chez la femme, comme des agents de régulation de son cycle ovarien. C'est parce qu'on l'avait démontré chez l'animal qu'on a voulu le savoir. Et là, il y a des choses certainement intéressantes et qui ont été bien établies. Il y a des actions phéromonales qui peuvent modifier le rythme d'un cycle chez la femme. Mais que ces mêmes phéromones aient une action comportementale sexuelle, alors je pense que rien n'est démontré de ce point de vue-là. Alors justement, par rapport au comportement sexuel, si on retourne aux animaux, finalement, ce qu'on disait sur les pannes sexuelles, ça n'existe absolument pas. Il n'y a pas de panne sexuelle. Un mâle qui est castré n'a plus d'activité sexuelle, sauf s'il a eu une expérience sexuelle avant la castration. C'est pour ça que je vous parlais des castrats. Les castrats au XVIIe et XVIIIe siècle, il peut persister, avoir une persistance de son activité sexuelle pendant un temps assez prolongé. On le sait chez le chat, on le sait dans certaines espèces. C'est parce que là, il y a des facteurs très compliqués, je ne veux pas les énumérer, qui interviennent, qui sont d'ordre neurologique. Vous mettez la main sur la tête. Dans la tête. Oui. Ça se passe dans la tête, précisément. Il y a une hormone post-hypophysaire qui est capable de maintenir le comportement sexuel chez des rats qui ont été castrés. Mais, en principe, le mâle castré, il n'y a plus de problème, il y a la panne. Et la femelle qui est après sa castration, n'a plus aucune activité comportementale sexuelle. Autrement dit, elle n'exprime plus de désir, elle n'est plus attractive pour le mâle, et il en va exactement du même du mâle. Alors, il nous reste malheureusement que quelques minutes, mais je voudrais terminer sur quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous disiez, en tant qu'analyste, on ne peut pas dire grand-chose sur... On peut parler de l'homme qui ne bande pas, mais pas de celui qui bande. C'est-à-dire, finalement, on peut expliquer pourquoi ça ne marche pas, mais pourquoi finalement ça marche, on n'y arrive pas. Alors pourquoi est-ce que c'est parce que quand ça marche, on est du côté de la biologie? Enfin, est-ce que non, je pense pas que c'est parce que quand ça marche, on est du côté de la biologie. C'est parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Que ce à quoi on a affaire, c'est à la pathologie. Donc là, on commence à en savoir un petit peu plus. Mais sur ce qui se passe dans les comportements qui posent pas de problème, on n'a pas les associations d'idées, le matériau qui nous permettrait de comprendre comment ça se passe, puisque ça se passe. Je veux dire, quand quelqu'un est allongé sur un divan et qui raconte... On peut aussi dire quelque chose de pourquoi on est attiré par quelqu'un. Oui, mais pourquoi voulez-vous que quelqu'un sur le divan se mette à associé au point d'en arriver jusqu'aux profondeurs de l'inconscient sur quelque chose qui lui pose pas de problème. Il va l'évoquer, il va dire je suis attiré par telle personne, etc. Mais il n'offrira pas le matériau qui permettra d'en savoir un petit peu plus. Et puis on a un savoir qui est limité. Je veux dire, notre souci, notre question, c'est de savoir ce qui fonctionne pas. Mais ce que je voudrais ajouter à ce que disait M. Aron, c'est que c'est peut-être même encore au-delà de ça. C'est-à-dire que chez les principaux mammifères, sans entrer dans le détail de ceux qui, évidemment, sont un petit peu plus compliqués que les autres, etc., potentiellement, un mâle, je dis bien, peut faire l'amour, si on peut employer cette expression, avec n'importe quelle femelle de sa race. Et sans se poser de questions. Et sans se poser de ces questions. Et c'est là qu'il y a une différence avec l'homme. Et c'est là qu'on voit que le désir de l'homme n'est pas le désir animal. Parce qu'un homme, potentiellement, il peut pas faire, sauf les pervers qui en rêvent et les névrosés qui rêvent d'être des pervers. Mais sinon, aucun homme ne peut potentiellement faire l'amour avec n'importe quelle femme. Il y faut des conditions. Et alors, ces conditions-là, justement, on s'aperçoit après coup. Donc, quand on fait le travail analytique, on s'aperçoit que ces conditions sont extrêmement strictes. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas tant de possibilités que ça. Donc on termine sur finalement les conditions du désir. Oui, c'est-à-dire, mais justement, après les conditions des troubles de l'érection, on sait très bien qu'il y a une structure centrale
qui déterminent la possibilité. Donc, il y a des conditions biologiques du désir et surtout des conditions psychiques chez l'être humain. On est obligé de terminer là-dessus. Je sais que c'est une question vaste et on pourrait en reparler. Je vous remercie tous les deux d'avoir été là aujourd'hui. Si vous voulez nous écrire, Santé Vie, 28 rue François 1er, 75 008 Paris, et notre adresse email psy@santé-vie.com. À la semaine prochaine et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.